Destination Francophonie vous emmène au Cameroun. Bienvenue au Cameroun, l'Afrique en miniature. Bonjour, tous les Camerounais le disent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est vrai qu'avec sa position au centre du continent, c'est toute l'Afrique dans un seul pays. L'Afrique des forêts et de la savane, l'Afrique des plateaux et des plaines, l'Afrique des chrétiens et des musulmans, l'Afrique anglophone et francophone. Je vous propose un voyage en francophonie à la rencontre d'un peuple bouillonnant, haut en couleur et comme les lions, l'emblème de son équipe de football, indomptable. La première étape de notre voyage, c'est Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé est une ville trépidante, qui bouge, une ville remplie d'artistes aussi. Pour la première étape de mon voyage dans la ville aux 7 collines, ce sont eux que je vais rencontrer. Je vais retrouver Gaëlle Edou. C'est une jeune styliste. Elle s'est lancée dans la mode il y a à peine 3 ans. Elle a un talent fou. Je vais la retrouver à la Villa des Créateurs. Il y a 3 ans, Gaëlle Edou était comptable dans une entreprise. Elle a tout plaqué pour se consacrer à sa passion, la mode. Elle crée sa propre marque, participe à des défilés prestigieux et reçoit en 2020 le prix Artiste en création de l'Institut français du Cameroun qui lui permet de développer sa structure dans tout le pays. Pour Gaëlle, la mode doit en effet s'inscrire dans un projet de développement local et écologique. Bonjour Gaëlle. Bonjour Yvan. Ça va? Bien, merci. Et toi? Elle est magnifique cette maison. Oui, la Villa des Créateurs, toujours très inspirante. Gaëlle, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, je trouve mon inspiration vraiment partout. Ça peut être des formes, des couleurs, un arbre un peu différent des autres. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment inspirant de créer du Cameroun, en fait. Et tu travailles sur des matières qui viennent du Cameroun, qui sont d'ici. Oui, je travaille avec des matériaux qui viennent du Cameroun. 80% de mes créations en sont composées. Et là, on a une étoffe de coton tissé. Et le coton est cultivé au Nord Cameroun, filé, et puis tissé fil à fil. Mon but, c'est valoriser les savoir-faire camerounais, que ce soit en termes de tissage, que ce soit en termes de teinture, que ce soit en termes de broderie. Ça apporte de la valeur ajoutée à toute cette petite industrie-là et c'est ma pierre à l'édifice. Il y a 3 ans, tu étais contrôleuse de gestion. Aujourd'hui, tu es styliste. Qu'est-ce qui te passionne tant dans ce métier de la mode? Ce qui me passionne, c'est la liberté de tout faire. Parce que j'ai une excuse pour tout. Si je veux faire une forme ronde au lieu de carré, je suis styliste, je peux me le permettre en fait. Et donc, c'est la liberté de penser, c'est la liberté des formes, des couleurs. Je peux tout me permettre au niveau créatif en fait. C'est ça qui me libère. Alors Yvan, j'ai une petite surprise pour toi. Si. Elle est tapie quelque part au milieu de mes étoffes. Ah là, voilà. On part sur une base noire avec... C'est pas les couleurs du Cameroun. Non, c'est pas les couleurs du Cameroun. Mais magnifique. Voilà. Donc j'espère qu'elle te va. Oh là ça me là. ferait plaisir Bah que oui. tu l'essayes. Pendant que tu la passes pour qu'on voit ce que ça donne, je te prépare une autre toute petite surprise. Génial, je la mets tout de suite. Merci. Merci. Gaëlle, merci, elle est magnifique cette chemise. Magnifique. Magnifique, effectivement, elle te va très bien. Merci. Bon, waouh. Alors quand je vous vois, je me dis Gaëlle que je suis pas prêt de défiler pour toi. Hein. Bon, il y a encore du travail. Il y a encore à du faire, travail. mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Tu me présentes tes créations? Alors, là, on a Arminda qui porte une robe de satin de soie dos nu pour mettre en valeur la féminité. Alors là, on a le seul coq de la basse-cour, Arnold, qui porte un costume bleu. Là, on a les détails de la broderie Bamenda. Et là, on a la magnifique Sanama qui porte une robe Amazon. Je me suis inspirée des guerrières de l'époque, remise au bout du jour, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont des guerrières de par tout ce qu'elles traversent au quotidien. Gaëlle, quand tu vois tes créations portées si magnifiquement par de si belles personnes, qu'est-ce que tu ressens? C'est toujours un sentiment de fierté,
de voir ces mannequins professionnels arborer mes tenues parce que quand je leur demande comment tu te sens et qu'elles me répondent « Ah bien, ça va, je l'aime bien cette robe et tout », je me dis « Ah, quand même, quelque part, tu bosses et ça fait plaisir en fait ». Dans un autre quartier de Yaoundé, je vais rencontrer un deuxième artiste solaire. C'est Ruben Binam. Ce pianiste de renom a joué avec les plus grands et notamment Manu Dibango, qu'il considère comme son deuxième père. Salut Ruben. Je suis très heureux de te recevoir ici, Yvan. Tu me reçois en musique? Oui, Forcément. cette air de Fela, Water No Get Enemy, au Centre culturel Ubuntu. Tu me fais visiter? Bienvenue, avec choix. Je t'en prie. Oui, bonjour Momo, salut. Bonjour. Ruben a créé un lieu connu dans tout Yaoundé, le centre Ubuntu. Ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est un lieu de vie et de répétition ouvert à tous les jeunes musiciens de la capitale. Sur la mezzanine, des choristes préparent leur chant. Dans la cour, une section cuivre fait ses gammes. Et dans une petite salle, Ruben me propose d'assister à une répétition pour le concert de ce soir. Avant l'arrivée du public, j'ai voulu en savoir plus sur sa philosophie et son engagement envers ces jeunes musiciens. Je viens de voir ta répétition avec tes musiciens. Il vient d'où ton sourire? Mon sourire vient du bonheur que j'ai de partager cette musique avec vous, avec toi, ici au Centre culturel Ubuntu. Tu es dans la transmission ici. Tout à fait. C'est un aspect fondamental de ce que nous vivons ici, la transmission. Je dirais qu'il y a deux aspects qui sont liés. Il y a la préservation de la mémoire. Tu vois, autour de moi, il y a beaucoup d'icônes de la chanson, de la musique, de l'art en général. C'est de dire aux jeunes, ces personnes ont existé, ont exercé et ont marqué le temps avant vous. Suivez un chemin, inspirez-vous d'elles. Je l'ai vu pendant les répétitions, tu es un peu leur papa quand même, non? Moi, je partirais plus sur la logique du mentorat. C'est la posture que j'ai aujourd'hui et je suis très heureux de jouer ce rôle en réalité. Toi aussi, tu as eu des mentors. Manu Dibango, par exemple. Absolument, absolument. Manu Dibango a été mon mentor et ça a été l'une des plus belles rencontres de ma vie d'artiste, de musicien. C'est aussi grâce à lui que aujourd'hui j'ai cette préoccupation de préserver la culture des orchestres avec les sections de cuivre, de bois, cette sensibilité de soul, de jazz, mais qui vient d'Afrique. Parce qu'évidemment, la racine, c'est ici, mais il y a eu un développement, un enrichissement par les ailleurs. Si tu avais un mot pour définir la musique, ce serait quoi pour toi? La musique, c'est le partage. Un partage d'énergie positive, un partage d'instant, un partage d'émotions. Et ce soir, tu partages. Tout à fait. Tu as fait partager avec un public qui va venir ce soir à Ubuntu. Absolument. Avec DJ Taj Mahal et mon orchestre collectif K87. Donc on sera en plein partage ce soir. Tout à fait. Bon, Tout à fait. allez, bon concert. Merci. 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 Au Cameroun, il existe plus de 300 langues régionales, mais les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Ce pays est donc bilingue, un héritage de la colonisation, le Cameroun ayant été un protectorat du Royaume-Uni et de la France jusqu'à son indépendance en 1960. Le pays est donc à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth. Je vais explorer cette francophonie camerounaise pour me rendre compte de sa vitalité, notamment dans une école où les élèves philosophent en français, mais pas n'importe comment, avec un slammer. Il s'appelle My Name. Dans l'école du Chant des Lys, il propose aux élèves des cours de philosophie avec le slam. Il prépare aussi ses élèves à monter sur scène ce soir à l'Institut français, l'occasion pour ces jeunes de transmettre leurs idées au grand public. Je suis un... Ok, je suis un slammer. Donc ça veut dire qu'en fait, je fais du slam. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, un mauvais rythme montre qu'on n'a pas de...
Ça slame, ça slame. Oui. Et ça slame ici. Ah ouais, on est en pleine slamosophie. Bonjour Yvan. Bonjour. Nos jeunes slamosophes. Les slamosophes. Ouais. C'est super, je peux m'installer pour voir comment ça se passe? Bah ouais, je t'installe et puis on va faire ça comme ça. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. On va faire carrément le même exercice avec Fabien. C'est que tu as le prénom d'un gars qui fait mouche avec le slam là dehors. Tu le connais, j'espère. Grand corps malade. Bon, tu vas prendre les vers que tu veux le partager avec nous tout de suite. C'est à toi. Toi, menteur sans pudeur et créateur du mythe de l'homme supérieur, seul roi de la croix des noirs inférieurs, assumant leur négreur dans la peur de leurs censeurs, censés sans cesse ressasser le cycle sensible du sépulcre de la souffrance. Bravo, Fabien. J'ai adoré ton slam, il est très percutant. Pourquoi toi tu aimes faire de la philosophie en slamant avec My Name? Déjà, la philosophie, c'est important pour nous. Et avec My Name, c'est bien plus facile. C'est comme écouter de la musique. Quand vous écoutez de la musique, vous retenez plus vite. Quand vous étudiez vos leçons en y mettant du slam, vous retenez plus vite. J'ai l'impression aussi que le slam, pour toi, c'est une manière de dénoncer des choses. Sur notre continent, dans notre pays, on observe beaucoup de choses qui ne vont pas ou des choses qui ne sont pas vraiment à leur place. Si on me donne un moyen de défendre certaines choses ou de condamner des choses, je préfère le faire en slamant parce que déjà pour moi c'est plus facile et depuis le moment que je me suis mis à le faire, c'est devenu presque comme une addiction, mais une addiction positive. Ouais, c'est bien. On va accueillir nos camarades qui vont passer devant pour la petite scène. Allez-y vous tous. Homme rempli d'émotions, cherchant la compassion. Malgré ma douleur, ma couleur, mon humeur, tu m'as dit, sœur, tu es dans mon cœur. Ok. Bah merci. Bravo. Dis donc, c'est incroyable ce que tu fais avec les élèves. Ah bah c'est eux qui sont incroyables en fait. Nous, on est juste surpris de ce qu'ils ont en eux. Associer le slam à la philosophie, c'est quand même un défi, non? Un défi facilité par un trait d'union qui les réunit. Le slam étant la poésie libre et la philosophie étant cette liberté de penser. Cette liberté justement les lie. Alors on s'est dit, si on réussit à joindre ces deux-là, ça permettra aux enfants d'acquérir des connaissances d'une manière utile mais aussi ludique avec ce côté artistique du slam. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ça marche bien. Ils retiennent des citations parce que là on est d'abord en philosophie, on essaie en mathématiques, en français, en d'autres matières, ça passe aussi très bien. Une fois qu'ils ont écrit un texte sur un sujet, ils retiennent ces théorèmes, ces citations, ces auteurs dans un texte et c'est gagné à vie. Et quand j'écoute Fabien, je vois que les jeunes, ils veulent s'exprimer, ils veulent même dénoncer des choses. Ils sont engagés, les jeunes ont des ressentis. Ils ont des colères muettes, ils ont des choses, des fois c'est la vie de famille qui n'arrange pas, des fois c'est le professeur, des fois il sait qu'il a raison sur un truc mais le grand n'a pas vu son point de vue et il est frustré. Si on peut leur faire dire un peu plus tôt, ça fait moins d'aigris, moins de fâchés, moins de colère traînée pendant trop d'années. Donc le slam, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est carrément une thérapie aussi. Après être une étude, un moyen d'étudier, c'est une thérapie. Et ce soir, vous êtes sur la scène de l'Institut français pour la Nuit des idées. Oui, je monte sur scène, mais pas que moi, il y a le groupe Les Instrumentistes et il y a ceux-là, nos jeunes slamosophes qui sont passés tout à l'heure à l'atelier. À ce soir alors? Ouais, à ce soir. Je slame pour vous dire, évoluons ensemble. Frères, blanc, jaune, Rouge, noir, femme, homme, slamosophiquement, philosophiquement, aimons-nous ensemble. Si les deux langues officielles, l'anglais et le français, sont d'égale valeur sur tout le territoire camerounais, il n'en existe pas moins de fortes tensions entre les parties francophones et anglophones du pays. Dans le même temps, une autre langue, très populaire chez les jeunes, se développe dans tout le Cameroun. C'est le cam-franglais. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec l'un des artistes connus de tous ici. Chanteur, compositeur, guitariste, percussionniste,
Il chante en langue bassa, sa langue maternelle. Proche de ses racines et de la nature, il a reçu de très nombreux prix à l'international et c'est aujourd'hui une voix majeure du continent africain. Le laboratoire musical, c'est là où se forment les jeunes talents de la scène musicale, ici à Yaoundé. Je vais retrouver Blick Bassi, il a commencé ici et je vais parler avec lui de Cam Franglais, il m'attend dans le studio. Salut Blick Bassi, Salut. Ça va? Super, et toi? Super, c'est ici que tout a commencé alors? Absolument. Tout est parti d'ici en fait. J'ai commencé la musique il y a plus de 25 ans dans ce lieu magique et Au Cameroun, on est dans un pays anglophone, francophone, et toi tu chantes dans ta langue maternelle. j'avais commencé d'abord par essayer le français, par essayer l'anglais parce que lorsque j'avais 18 ans, comme tous les jeunes, je voulais faire l'américain, quoi. J'avais l'impression de ne pas être moi-même, de ne pas être vrai en fait. Et je me suis dit que la seule possibilité pour moi de pouvoir toucher l'autre était de passer par la langue de la sincérité. Et pour moi, la première langue qui a structuré mes souvenirs, ma mémoire, c'est la langue bassa. Et donc, de manière presque naturelle, il m'avait paru évident de chanter en cette langue, quoi. Et au Cameroun, il y a quelque chose de très particulier dans ce pays qui a deux langues, c'est le Cam Franglais. C'est quoi le Cam Franglais? Le Cam Franglais, c'est tout simplement le mélange entre la langue française, la langue anglaise et les différents mots qui appartiennent aux 280 différentes langues du Cameroun, quoi. Et donc c'est un mélange qui est venu naturellement de la rue, des jeunes qui voulaient de manière codifiée, certains brigands utilisaient à l'époque on appelait le macro, qui est une espèce de langue qui mélangeait un peu le pidgin anglais et qui petit à petit s'est démocratisé et s'est retrouvé aujourd'hui comme étant l'une des langues en fait pour moi principales du Cameroun. Est-ce que tu peux me donner un exemple de phrase en Cam Franglais? Je me rappelle à l'époque, je venais d'arriver à Paris et j'étais en train de discuter avec un ami camerounais et j'avais à côté un pote français et j'ai dit à mon ami camerounais, gars, oui, moi je mange je mais quand je le chiba, on lance. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Gars, wait-moi, attends-moi, je mange, je monte, je tiens mes kako. Kako, c'est les affaires. Je tiens mes kako, je tiens, prendre. Je tiens mes kako, je reshiba, je redescends, on lance, on s'en va. Donc, dans cette phrase, en fait, on a différents mots du français, de l'anglais et quelques mots de la langue, quoi. Est-ce que tu penses que le Cam Franglais peut être une langue de réunification pour ce pays? Le Cam Franglais est vraiment ce qui peut participer à unir les deux parties, surtout avec la réalité d'aujourd'hui. Avec l'actualité d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème entre l'État et le côté anglophone du Cameroun. Je pense que le Cam Franglais participe parce que c'est la communication, c'est le partage. Comment est-ce qu'on co-construit ensemble? Et co-construire ensemble part aussi des choses comme l'empreinte des uns et des autres. On met ensemble pour fabriquer quelque chose qui va former la chose qui est au centre, qui unit toutes les parties. Et je pense que le Cam Franglais pourra cohabiter, être une des langues principales qui cohabitent avec toutes les autres langues. Et sans que les autres ne soient menacés, au contraire, je pense qu'elles se nourrissent d'un côté et de l'autre. Parce que dans notre français officiel, je pense que petit à petit, on va retrouver des mots qui partent du Cam Franglais aussi. C'est ce qui est génial. S'il y a bien un trait commun à tous les Camerounais, et en particulier chez les jeunes, c'est le fait d'être connectés. Le numérique est un secteur d'avenir dans tout le pays. Pour m'en rendre compte, je vais rencontrer Mohamed, c'est le responsable du Fab Lab de l'Agence universitaire de la francophonie. La partie ici, quand tu peux comme ça fait tourner la roue avant. Ça permet à ce que le robot tourne dans tout le terrain accidenté.
Salut Mohamed. Salut Yvan. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Angola Fab Lab. Alors c'est quoi le Angola Fab Lab? Angola Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique mis sur pied par l'Agence universelle de la francophonie et la Fondation Orange pour accompagner les jeunes à réaliser leurs projets et produire un prototype assez fonctionnel. Donc vous les aidez pour développer leurs projets numériques? Oui, justement, nous les accompagnons à réaliser les projets à travers les machines à commande numériques telles que l'imprimante 3D, la fraiseuse numérique, la découpe laser, et nous avons également un pléthore de composants électroniques pour permettre de rendre ces projets intelligents. Donc les étudiants viennent tous de Yaoundé ici pour bénéficier du Fab Lab? Ils viennent de Yaoundé et voire même de tout le Cameroun. Il y a des étudiants d'autres universités qui viennent passer leur stage ici et réaliser des projets avec nos équipements. Et pour répondre aux besoins de ces jeunes qui viennent d'ailleurs, nous avons un Fab Lab mobile dans un camion. Un camion? Oui, justement, un camion avec tous les équipements qu'il y a ici. Tu me montres ce camion? Oui, bien sûr, on y va. Ça a l'air hyper intéressant. Oui. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà le camion. Il est beau, il est grand. Oui, justement, il est très grand. Et là, à l'intérieur, il y a tous les équipements d'un Fab Lab mobile. Et là, nous sommes en train de nous déployer à l'IAI Cameroun. C'est où ça? C'est dans la grande périphérie de Yaoundé. Et là-bas, nous allons retrouver Fallon et Fabrice, qui sont deux animateurs qui vont nous montrer comment les équipements de ce Fab Lab mobile fonctionnent. Super. Moi, je viens en camion? Oui, justement, toi, tu vas en moto? Je prends la moto. Ok, super. Bah, tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Ça marche. Bonjour. L'Université africaine d'informatique est située en périphérie de Yaoundé. Et ce n'est pas si simple de s'y rendre à travers les bouchons de la capitale. Yaoundé est une ville étendue au rythme frénétique. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Camerounais se tournent vers le numérique, un secteur clé pour l'emploi en Afrique. L'Université africaine d'informatique, qui est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, l'a bien compris. Elle attire sur concours plusieurs dizaines d'étudiants chaque année, mais les équipements coûtent cher. L'installation pour une semaine du laboratoire mobile est une aubaine pour l'université. Non, attends. Tu es déjà là? Voilà, Yvan. Bonjour. Je te présente Fabrice, je te présente Fallon. Enchanté. Voilà les deux animateurs qui vont entretenir ce camion que tu viens d'amener. Donc on est là, il y a à l'Institut africain de l'informatique du Cameroun. Et donc nous allons déployer ce camion. Et les étudiants vont venir. On va voir comment les étudiants. Ok, ça marche. On dirait une grosse boîte à surprise. Grosse boîte à surprise, justement. Le Fab Lab mobile. Donc, à l'intérieur de ce Fab Lab mobile, il y a dans ces armoires les équipements informatiques et des commandes numériques. Ah, génial. J'étais là, la oh, mais c'est lourd. Voilà. On va poser ça ici. Justement. Tout est bien à sa place, c'est génial. Ici. Bon, c'est bon, super, super, il faut plancher. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, justement, c'est la plus grosse machine de cet espace, c'est la découpe laser. D'accord. Oui, avec ça, nous pouvons couper tous les matériaux tels que l'acrylique, le bois. C'est avec ça que beaucoup de jeunes réalisent des choses. Alors, maintenant, comme tu sais tout, on va accueillir les étudiants pour venir au moins visiter ce Fab Lab mobile. Elles sont là. Voilà. Bonjour. Entrez. Dans le camion, c'est l'effervescence. Les deux animateurs, Fabrice et Fallon, aident les jeunes étudiantes à concrétiser leurs projets en mettant tous les équipements du camion à leur disposition. Fabrice, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que tu es en train d'imprimer? Alors, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer l'inclinaison sur les téléphones afin de faciliter la production des pochettes de téléphone. Pourquoi c'est important pour tous ces jeunes d'avoir accès à tout ça? L'accès à ces machines facilite la création de nouveaux métiers, notamment les métiers dans le design. Donc ça facilite l'auto-emploi, en fait, vu que l'environnement n'est pas toujours propice pour un ingénieur ou bien un non-ingénieur de trouver de l'emploi. Donc c'est important toujours de pouvoir s'auto-employer à tout moment. La devise d'Angola Fab Lab, c'est de venir avec l'idée et de ressortir avec un prototype. Ça avance en tout cas. Hein. Ça va. Et vite même. Hein. Là, nous sommes en train de fabriquer un bracelet du nom de notre chère Audrey. Audrey, c'est toi? Oui. Bonjour Audrey. Bonjour, ça va? C'est la première fois que tu viens dans ce Fab Lab? Oui, c'est la première fois que je viens dans cet atelier de formation numérique. Pourquoi tu as décidé de venir dans ce Fab Lab mobile aujourd'hui? Tout d'abord, il y a la machine 3D et j'ai vu qu'il y a des bobines de fil de différentes couleurs. Donc, grâce à cette machine, on pourra fabriquer des pièces et pourquoi pas des
des appareils, des robotiques pour fabriquer des petits trucs pratiques pour la société. Pourquoi aussi c'est intéressant que le Fab Lab Mobile vienne jusqu'à chez vous, ici à l'université? Tout d'abord parce que c'est rare. Comme par exemple, on compte des écoles qui ont cette chance de recevoir cette formation-là et vraiment ça peut nous aider pour le futur et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras terminé l'université? Quand j'aurai terminé l'université, je vais mettre sur pied une équipe avec mes frères informaticiens d'ici. Comme ça, on pourra continuer à faire des logiciels et pourquoi pas créer des choses pour résoudre des problèmes de la société. Je poursuis mon voyage en francophonie au Cameroun. Dans la première partie de ce voyage, je suis resté principalement à Yaoundé, la capitale du pays. J'ai d'abord rencontré des artistes francophones engagés dans le domaine de la mode et de la musique. Dans ce pays bilingue, où le français et l'anglais sont langues officielles, j'ai pu aussi me rendre compte de la vitalité de la francophonie avec des élèves qui font de la philosophie avec le slam. Mais avec plus de 300 langues régionales, la réalité du Cameroun est aussi riche et complexe. Le camfranglais, un langage qui mélange le français, l'anglais et d'autres langues locales, est très populaire auprès des jeunes, comme me l'a expliqué Blick Bassi, l'un des chanteurs les plus populaires du pays. Avant de partir à la découverte d'autres régions du Cameroun, je reste encore un peu à Yaoundé pour rencontrer une autre personnalité célèbre en Afrique et dans le monde entier. Je vais rencontrer l'une des personnalités les plus célèbres du Cameroun. Il est franco-camerounais, il a décidé de revenir vivre dans son pays natal. Je vais le retrouver dans l'école de sa maman. Il s'appelle Yannick Noah. Il est le seul Français à avoir gagné à Roland-Garros un tournoi du Grand Chelem. Il a vendu plus de 5 millions d'albums. Il s'est engagé pour la planète avec les plus grands artistes. Tennisman, chanteur, personnalité militante, Yannick Noah a eu plusieurs vies. Mais sa vie a commencé ici, dans ce quartier de Yaoundé qui était alors le village d'Etoudi. Il a vécu toute son enfance avec ses parents dans une maison, devenue aujourd'hui une école. Donc ce bâtiment-là que tu vois, c'était notre maison. Refaite, elle était à l'époque en bambou. Voilà, c'était ma case. Et là, tu vois où il y a le CM2, là, c'était ma chambre. Ouais. Et ma chambre, la chambre de mes sœurs, le salon, la cuisine. Voilà, et pendant 2 ans, on n'avait pas d'eau, d'électricité. Il n'y avait rien autour? Il n'y avait rien, c'était la brousse. Tout ici, c'était la brousse. On peut rentrer dans ta chambre? Écoute, si c'est ouvert. Mais bon, c'est une classe. Hein. Ouais. Voilà ma chambre, ce qui était ma chambre. Elle a bien changé. C'est devenu le CM2. Donc ta passion pour le tennis, elle a commencé ici dans cette cour? On allait au club de tennis en ville, le tennis club de Yaoundé. Et quand tu revenais, c'était là que ça se passait? Moi j'étais tennis. Enfin, là, il n'y avait pas une fenêtre, il y avait mon lit ici, il y avait le mur ici. Et toute la journée, alors chacun avait sa balle, on n'avait pas de quoi avoir plusieurs balles. J'avais ma balle avec mon nom dessus. Enfin, c'était pas mon nom, j'avais marqué Arthur H dessus. C'est déjà mon héros, il y avait des petites photos d'Arthur H. Partout, là, sur les murs. Et puis là, mon mur, au départ c'était un mur blanc, mais sauf que si tu as vu, c'est la terre rouge, donc je tapais contre lui, il y avait des traces. Qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Ma mère, une fois, elle a gueulé, et puis à un moment, elle s'est dit, je crois qu'il aime bien le tennis, on va lui foutre la paix, il sera dans une chambre dégueulasse. Mais au moins, le pépère, quand il pleut ou quand il peut pas jouer, parce qu'il fallait que je joue toute la journée. Quoi. Moi, mon truc, quand j'étais môme, c'était tennis. Est-ce que c'était une fierté pour toi que ta mère soit professeure de français? Au-delà du fait qu'elle était des profs de français, c'était quelqu'un qui avait un esprit très ouvert, parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, te marier à un négro, c'était une aventure, tu vois. Il fallait que l'amour soit fort et que ça aille même au-delà de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est un combat, quoi. Et puis très rapidement, ma mère a été acceptée dès la première minute par ma grand-mère. Mais ouais, ta maman, elle est prof de français, quoi. Donc ouais, moi j'aimais bien, j'ai toujours aimé la philo, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé, je sais pas, ce qu'elle m'a donné plus, c'est cette espèce d'ouverture d'esprit, quoi. Elle m'a préparé à ce monde où tout d'un coup j'étais franco-camerounais. Est-ce que c'est ta mère qui t'a donné le goût des mots de la langue française quand tu chantes en français? Si je chante depuis 30 ans, c'est maman. Et maman était hypersensible, adorait le chant. Mon grand-père était prof de chant en France.
Et donc pour elle, c'était plus que des mots, c'était elle, une partie d'elle qu'elle retrouvait à travers le chant. J'ai gardé ça par rapport au chant. Au début, par timidité, je chantais en anglais. Et puis, je me suis aperçu que quand tu chantes en français, les mots sont très importants. Le mot, il est devant. Il faut qu'il y ait un vrai sens, il faut qu'il y ait une vraie histoire. Et après, il faut l'interpréter. Et moi, quand je chante, la technique importe peu, c'est le ressenti. Moi, quand je chante, c'est comme une thérapie. Ouais, je vis la langue française à travers les mots que je chante. Le village Noa se veut un lieu de rencontre, d'échange et de loisirs en plein cœur de Yaoundé. Yannick veut me montrer le complexe hôtelier qu'il est en train de construire pour accueillir les touristes de passage dans la capitale camerounaise. Pourquoi tu as décidé de revenir ici, de faire tout ça? Parce que je suis grand-père et j'ai envie que mes gamins, mes petits-enfants, ils gambadent ici. La famille, voilà, c'est... Voilà, ouais, comme souvent, mais c'est sacré, quoi. Le respect des ancêtres, le respect des traditions. Au Cameroun, en Afrique, c'est normal, c'est comme ça. Quelque part, il était écrit que je devais revenir forcément pour vivre ma partie africaine qui a été laissée de côté pendant 48 ans, quoi. Et là, je ne sais pas que je la redécouvre, c'est que je la découvre. Le vainqueur de Roland-Garros 1983 est devenu aujourd'hui le chef de village de son enfance. J'ai voulu en savoir plus sur le choix de ce retour sur la terre de ses ancêtres et sur sa relation avec le Cameroun. Ouais, merci pour cette balade déjà, mais que représente le Cameroun pour toi aujourd'hui? Mais si tu veux, le Cameroun pour moi, c'est ma négritude, c'est mon côté noir. Mais mon côté noir à moi, pas le côté noir visible, le côté noir à moi, c'est-à-dire mon enfance. Le Cameroun m'a manqué. Tu sais, j'ai jamais fait de vrai concert ici, par exemple. J'ai jamais fait de vrai match de tennis ici. Et c'est une frustration parce que moi, je joue pour les gens. Mon destin, c'est de revenir ici où j'ai grandi. Qu'est-ce qu'il y a de Camerounais en toi? Ce qu'il y a de Camerounais, chez moi, c'est la joie de vivre. C'est l'écoute de l'autre. Donc c'est cette possibilité d'avoir un esprit qui me permet de profiter de ces deux cultures. Et cette culture camerounaise, je la vis vraiment bien, quoi. Il y a des moments où je me sens plus investi que des Camerounais, même si je suis seulement 50%. L'émission, elle s'appelle Destination Francophonie. Et puis tu as une chanson qui s'appelle Destination Ailleurs, ouais, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans cette émission. Est-ce que tu serais d'accord pour me chanter Ouais, il y a le refrain qui est de Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. Merci Yannick. De rien, plaisir. Bienvenue au village. Merci. Je vous emmène maintenant dans le sud du Cameroun. On va à Douala, c'est la capitale économique du pays. C'est à peu près 5 heures de route de Yaoundé. Douala est la capitale économique du Cameroun. Elle se trouve à l'embouchure du fleuve Wouri. Pour découvrir cette ville trépidante et son histoire, j'ai rendez-vous avec la princesse Marilyn Douala Mangabel. Elle est une descendante directe de la famille royale de la lignée des Belles. Elle dirige aujourd'hui Douala, un centre d'art contemporain qu'elle a fondé il y a 30 ans avec son mari, l'historien d'art Didier Schwab. Son objectif, créer du lien entre les habitants de Douala et leur ville à travers l'art. Bonjour, princesse Marilyn. Bonjour, soyez le bienvenu à l'espace Douala. C'est magnifique ici. Merci, c'est vraiment un lieu de vie. Quel est l'objectif de Douala Art? Alors, Douala Art est une association à but non lucratif qui est née en 1991. C'est un lieu dédié à l'art. L'art est un espace d'expression, est un espace de représentation. Il faut absolument ouvrir l'esprit
les gens, leur permettre de voyager, de s'évader au travers de l'art. La ville de Douala est une ville pleine d'histoire et l'espace Douala est enchâssé dans le palais des rois Bels, la première bâtisse à étages qui a été construite à l'époque allemande. Et c'est aussi la première salle de cinéma de la ville de Douala. Ça s'appelait le cinéma Le Paradis dans les années 30. Tu me montres comment ça se passe dans la ville? Avec beaucoup de plaisir, on y va. Nous avons fait 80 œuvres et on va en choisir quelques-unes pour montrer. L'espace Douala est doté de ce jardin, l'un des rares jardins de la ville où on peut boire un verre en plein air. Et voilà le parcours que nous allons avoir. Donc nous sommes ici à Bonanjo, qui est l'un des premiers villages de cette ville, village de mes ancêtres. Nous allons visiter quelques bâtiments d'époque coloniale dans ce quartier de Bonanjo. Ensuite, nous allons rendre visite à des œuvres d'art contemporain dans 2 pôles de la ville. Et nous sortirons de là par la rencontre d'habitants et œuvres d'art public dans ce quartier, celui qui est un pôle d'extension de la ville. On prend la carte et on est parti. Et on y va à la découverte de Douala, de cette ville de Douala. Avec toi. On va visiter quelque chose que j'aime faire découvrir. Marilyn m'emmène d'abord sur la grande place du quartier Bonanjo, découvrir le palais construit en 1905 par son arrière-grand-père, le roi Auguste Mangabel. On a vu l'intérieur parce que l'espace de l'art est lové dans l'arrière de ce palais. Et ce palais est le lieu où l'un de mes ancêtres s'est installé en tant que roi. À cette époque, Douala s'appelle Kamrunstadt. Elle est la capitale de la colonie allemande qui a pris possession du pays en 1884. En 1908, Rudolf, qui a passé son enfance en Allemagne, succède à son père et habite le palais jusqu'à son arrestation par les Allemands en 1914. Le grand-père de Marilyn s'oppose en effet à l'expropriation des terres de son peuple par les colonisateurs. Il est pendu le 8 août pour haute trahison. Donc nous sommes ici entre le lieu où il a vécu et le lieu où il a été emprisonné, condamné, exécuté. Dans son architecture, la ville garde encore des traces de cette colonisation qui s'achève à l'issue de la Première Guerre mondiale avec le partage du pays entre la France et le Royaume-Uni. Donc ici, nous sommes dans un lieu historique de la période coloniale française. Outre sa dimension, son profil extrêmement économique, c'est un site qui a été très important dans l'histoire politique de la France. En 1940, le général de Gaulle avec le général Leclerc font le mouvement pour la France libre, donc à partir d'ici. Et en 1944, donc, le général de Gaulle revient, cette fois-ci pour préparer la conférence de Brazza qui institue la colonie française, la colonisation française sur le continent. Douala a installé plus de 80 œuvres d'art dans toute la ville. Le centre tisse aussi des collaborations avec des partenaires comme l'Institut français qui met en valeur la création contemporaine africaine. Marilyn veut me montrer l'œuvre la plus emblématique de son action artistique au cœur de l'immense carrefour de la ville. La Nouvelle Liberté de Joseph-Francis Soumeigné, c'est la première œuvre d'art public que Douala a installée dans la ville de Douala. Vous avez commencé fort, hein? Elle est monumentale cette statue. Ça a été une aventure extraordinaire. Elle est très impressionnante. Pour une première œuvre, on a mis la barre très haute. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle représente cette œuvre pour toi? L'artiste dit, voilà la nouvelle liberté. Un clin d'œil à la Statue de la Liberté à Manhattan, mais un contre-pied qui est de dire c'est ce qui symbolise l'Afrique. L'Afrique est à la recherche de sa liberté. L'Afrique, dit-on, est la poubelle du monde, mais avec la poubelle, on peut faire des grandes choses. L'Afrique porte le globe et elle est à la recherche de son équilibre. C'est aussi notre liberté. Et cette manière que l'on a, malgré tout, et ça c'est vraiment une caractéristique qui nous appartient, de toujours sourire. Elle représente Douala dans sa créativité, dans la manière qu'ont les gens, dans leur stratégie de survie, d'inventivité sur chaque jour, je dois trouver le petit moment, la petite manière de gagner ma vie. C'est vraiment un symbole d'une manière de vivre dans cette ville de Douala. Nous allons maintenant sortir de cet espace carrefour vital de la ville pour aller dans un lieu de vie, un espace social urbain où des œuvres d'art magnifiques ont été installées. Que vous avez installé. Que Douala a installé. Allez, on y va.
Là, c'est un travail qui a été fait avec des jeunes du quartier, animé par une artiste colombienne qui a séjourné ici. Bienvenue chez vous, princesse. Bonsoir et bonne année. Nous rencontrons le représentant du quartier qui nous emmène, avec ses adjoints, à la découverte d'un immense amphithéâtre entourant une source d'eau créée par le sculpteur belge Philippe Aguirre. Cette œuvre artistique est devenue le cœur battant du quartier. La joie et la fierté des habitants qui se sont appropriés cet espace font plaisir à voir. Pourquoi tu t'engages avec autant de passion pour amener l'art jusqu'ici, jusque dans ces quartiers populaires? Pour avoir le sourire des enfants quand ils me regardent. C'est un bonheur. C'est plus qu'une fierté, c'est quelque chose qui me nourrit. Qui me nourrit parce que je sais que de ce quartier, il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, ont réussi leur vie, qui croient en quelque chose, qui sont persuadés que quelque chose est possible. Mettre de l'art à leur portée, les incorporer dans un travail artistique, ça leur permet de libérer cette parole. Pourquoi c'est important pour toi de changer l'image de Douala et aussi du Cameroun? Parce que ce pays le mérite, parce que cette ville le mérite. Douala est une ville qui a une âme aussi grâce à ces œuvres d'art qui sont inscrites là. L'art est développement. Développement d'espace, structuration, développement de l'ouverture au monde. C'est le développement de notre humanité. Merci beaucoup, princesse Marilyn, de m'avoir fait découvrir Douala avec tant de passion. Je ne pensais pas que j'aurais tant d'émotions. Douala est un grand port de commerce sur le fleuve Wouri qui s'ouvre sur le golfe de Guinée. L'eau y est partout présente. Elle est l'identité de l'ethnie majoritaire de la région, les Sawa, qu'on appelle le peuple de l'eau. Sawa, en langue douala, veut dire « au bord de l'eau ». Je vous propose un voyage à la rencontre de ce peuple. Pour faire ce voyage, j'ai un guide, il s'appelle Pierre, c'est le conservateur du musée de l'eau. Il m'attend devant l'embarcadère. Excellent. Salut Pierre. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va super bien. Donc tu vas me faire découvrir le peuple de l'eau? Voilà, on ira dans le village Bonandia Sigabodjo pour découvrir le musée de l'eau, mais aussi, surtout, tous les grands aspects de la traditionnalité Sawa. Bon, qui dit fleuve dit bateau. Oui, en bateau. Absolument. Un bateau, mais attention, d'abord ton gilet obligatoire. Parce que le fleuve, il peut être dangereux. Ouais, un peu, mais bon, on a un gilet. Ouais, on y va alors. Bonjour. Allez, hop. Ça va? Ça va bien. On est parti? Pierre, le peuple Sawa, on l'appelle, c'est ça le peuple de l'eau. Nous sommes venus du fleuve Congo pour nous installer ici sur les côtes du Wouri. Je crois qu'on a développé un rapport à l'eau qui nous aide culturellement à résoudre des problèmes pour nous alimenter, même sur le plan économique, les ventes de produits de mer, pour le transport des biens et des personnes. Donc l'homme Sawa ne saurait exister sans l'eau. Toi, tu navigues souvent sur ce fleuve. Qu'est-ce qu'il représente pour toi quand tu navigues ici? Alors personnellement, ce fleuve me permet de me reconnecter, me permet d'être en contact permanent avec les divinités, mes ancêtres. Parce que de plus en plus, avec cette société moderne, on a tendance à perdre un certain nombre d'éléments de notre traditionnalité et tout. Et donc avec le fleuve, on sait qu'on peut y plonger, soit pour bénéficier des bénédictions, des faveurs et demander des clémences même. Et ça marche? Et ça marche toujours.
arrivant, je t'emmène particulièrement à ce lieu qui est appelé en langue douala les Tiabou-Samba. Et c'est le lieu le plus profond, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle le gouffre de la Pléiade. Le gouffre de la Pléiade. Oui. C'est très joli. Oui, c'est pas une espèce de triangle de Bermude, hein, non, mais l'endroit est profond et au-delà de cela, les peuples de la côte, les peuples sawa, ils gardent un certain attachement parce que nos ancêtres, malheureusement, sont dans l'eau. Donc les gens viennent souvent ici? Oui, pour justement faire des rituels. Lorsque on veut invoquer une certaine clémence, lorsqu'on veut conjurer des sorts, lorsqu'on veut à un moment ou à un autre se libérer d'un sort ou de quoi que ce soit, ou même de demander une faveur aux divinités, c'est à cet endroit. C'est le fleuve qui fait tout? Oui, finalement. Pierre m'emmène ensuite au musée de l'eau, sur le territoire de Sigabanjo. Construit en forme de pirogue, à l'initiative d'un enfant du pays, le ministre des Sports Narcisse Mwelkombi, le musée vise à faire découvrir la culture et les traditions sawa aux touristes, mais aussi aux habitants de la région. Sur la rive, Daniel, le médiateur culturel, nous attend pour nous faire visiter le musée. Bonjour Daniel. Bonjour, bienvenue au musée de l'eau. Merci, ravi de te rencontrer. Très bien. Très bien. Bonjour Pierre. Bonjour Daniel. Comment tu vas? Tu es dans nos murs une fois de plus. On te suit. Alors, il ne fait pas très chaud? J'ai plus chaud que sur le bateau. Il a été créé quand, le musée, Daniel? Le musée a été créé en 2019. D'accord. Les écrevisses, tous les animaux qu'on trouve dans le fleuve. Et même des crocodiles? Oui, absolument. Et même des crocodiles. Donc voici le musée. Oui, voici le musée de l'eau. Donc là, je vous présente quelques attributs de la royauté chez les Sawa. Voici ce que vous appelez le chasse-mouche dans les sociétés occidentales. Mais chez nous, ça a une autre signification. Il s'agit d'un instrument rituel qui est généralement utilisé pour purifier, pour conjurer les mauvais sorts, le maléfice, etc. N'est-ce pas? Donc ici, vous avez une sorte de chapeau traditionnel qui est souvent arboré par les dignitaires traditionnels chez nous, les Sawa. Ici, il s'agit d'une sorte de bâton de commandement. Et on retrouve la pirogue. Oui, une pirogue, bien évidemment, qui renvoie à l'univers aquatique Sawa. Alors ici, je vous présente les costumes traditionnels de Sawa. Ici, vous avez ce qu'on appelle communément le kaba. Ici, c'est le sandja. Ce sont des costumes que les femmes arborent généralement lors des festivités traditionnelles. D'accord. Oui. Et là, les fameuses pirogues. Alors, les fameuses pirogues dont vous avez tant entendu parler. Oui. Ici, il s'agit d'une pirogue de course. Et ça, Daniel, c'est quoi? Ici, c'est le tanguay. Ce sont en fait des pros de pirogue qu'on sculpte généralement sur des pirogues de course. D'accord. Donc, vous savez que le peuple sawa a développé plein d'activités autour de l'eau. Et le peuple sawa a également développé des activités sportives autour de cet univers-là. Comme avec ces bateaux. Nous quittons le musée pour rejoindre la chefferie traditionnelle de Bonanja. C'est l'une des 900 chefferies du Cameroun, située essentiellement à l'ouest et au sud du pays. Donc là, ça c'est l'entrée de la chefferie. Ah, c'est magistral. Ouais, on peut apercevoir les deux dents de léopard. D'accord. Voilà. Et tu vois les deux pagaies qui justement rappellent le rapport à l'eau. Et les emblèmes, notamment les deux léopards, le soleil, le baobab. Quel est le rôle du chef? Alors le chef est le garant surtout de la cohésion sociale. Et il a une vision, c'est lui qui régule la vie de la société, de la communauté. Et il est surtout le gardien des patrimoines. Il faut être sage. Il faut être surtout sage avant d'être chef, parce que ça demande de la tolérance, beaucoup de vertus en fait. Alors, ça te dirait que je te fasse un petit cadeau patrimonial, tu veux bien? Oui, grand plaisir. Allez, allons voir. Bonjour. Pierre, c'est une danse traditionnelle. Oui, c'est la danse Ambasbe. Mais vous allez certainement remarquer qu'il y a des expressions en allemand. Ah oui? Oui, ça s'explique parce que c'est un peu un héritage colonial. De la colonisation allemande. Allemande, mais oui, mais qui a été réadapté avec le temps localement. D'accord. Après, il y a de l'énergie. Hein. Oui.
J'espère que ce voyage en francophonie camerounaise vous a plu. Alors je n'ai qu'un mot, venez au Cameroun. Vous allez rencontrer des gens accueillants, souriants et qui aiment partager leur culture et leurs traditions. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien sur la planète francophone. Salut.